Hello à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors excusez cette qualité qui n'est clairement pas top, mais j'utilise la caméra de mon Mac puisque mon téléphone n'a plus de batterie tout simplement. Et je me suis dit que pour cette vidéo, comme ce qui est important c'est le son et pas forcément ce qu'on voit, ça suffisait amplement. Je reviens donc vers vous pour vous faire une vidéo blind test. J'avais fait une vidéo de la sorte sur mon compte Instagram il y a quelques temps. Et je trouvais ça sympa comme principe. Moi, je sais que j'avais participé à une soirée blind test comme ça dans une librairie, j'avais adoré. Et j'ai essayé d'en trouver sur YouTube, j'en ai pas trouvé. Donc, bon, je tapais blind test livre. Donc, peut-être qu'il y en a avec d'autres mots-clés, je ne sais pas. L'idée, elle est toute simple. C'est comme un blind test musical classique. Hop. Oula, j'ai une tache sur mon truc. Bon, on ne fera genre de rien. C'est de en fait retrouver des noms de livres, des titres de livres, avec simplement quelques paroles, quelques phrases, etc. Alors, j'ai sélectionné 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 livres qui sont tous sortis ces dernières années. Ce sont tous des romans. C'est ça. Donc voilà, l'idée est que je vais en prendre quelques-uns, je vais vous les lire et vous allez essayer de retrouver le titre. J'essaie de faire en sorte qu'on ne voit pas la couverture sur le livre. Alors là, j'ai décidé de me concentrer sur les incipits à chaque fois. Donc comme ça, ce sera peut-être un peu plus facile pour vous. On y va avec le premier livre. C'est étrange d'écrire ces premiers mots, comme si je me penchais par-dessus le silence moisi d'un puits et que je voyais mon visage apparaître à la surface de l'eau, tout petit et se présentant sous un angle si inhabituel que je suis surprise de constater qu'il s'agit de mon reflet. Après tout ce temps, un stylo a quelque chose de raide et d'encombrant dans ma main, et je dois avouer que ce cahier, avec ses pages blanches, pareil à une immense étendue vierge, m'apparaît presque plus comme une menace que comme un cadeau. Car que pourrais-je y relater, dont le souvenir ne sera pas douloureux? Tu pourrais écrire sur maintenant, a dit Eva, sur l'époque actuelle. J'étais tellement persuadée ce matin que le cahier me servirait à étudier, que j'ai dû faire un effort pour ne pas me moquer de sa suggestion. Mais je me rends compte à présent qu'elle a peut-être raison. Tous les sujets auxquels je pense, de l'économie à la météorologie, de l'anatomie à la géographie et à l'histoire, semblent tourner en rond et me ramener inévitablement à maintenant, à ici et aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est Noël. Je ne peux pas l'éviter. Nous avons barré les jours sur le calendrier bien trop conscieusement pour confondre les dates, même si nous aurions aimé nous tromper. Aujourd'hui, c'est le jour de Noël, et le jour de Noël est une nouvelle journée à passer, une nouvelle journée à endurer, afin qu'un jour, bientôt, cette époque soit derrière nous. À Noël prochain, tout ceci sera terminé, et ma sœur et moi aurons retrouvé les vies que nous sommes censés vivre. L'électricité sera rétablie, les téléphones fonctionneront, des avions survoleront à nouveau notre clairière. Voilà pour ce premier livre. J'ai lu pas mal parce que je voulais quand même arriver à ces dernières phrases qui permettent à mon avis de davantage reconnaître le bouquin que les toutes premières. Il s'agissait de Dans la forêt de Jean. Je pense que ça se dit comme ça puisqu'elle est américaine, Higland. C'est l'histoire de deux jeunes filles qui se trouvent un peu livrées à elles-mêmes dans un monde où, en gros, toutes les ressources ont été épuisées, où la civilisation s'effondre. C'est un de mes livres coup de cœur, vraiment, lisez-le. Hop, deuxième livre que j'ai également adoré, toujours l'Incipit. Charlotte a appris à lire son prénom sur une tombe. Elle n'est donc pas la première Charlotte. Il y a d'abord eu sa tante, la sœur de sa mère. Les deux sœurs sont très unies, jusqu'à un soir de novembre 1913. Francisca et Charlotte chantent ensemble, dansent, rient aussi. Ce n'est jamais extravagant. Il y a une pudeur dans leur exercice du bonheur. C'est peut-être lié à la personnalité de leur père. Un intellectuel rigide, amateur d'art et d'antiquité. À ses yeux, rien n'a davantage d'intérêt qu'une poussière romaine. Leur mère est plus douce, mais une douceur qui confine à la tristesse. Sa vie a été une succession de drames. Il sera bien utile de les énoncer plus tard. Pour l'instant, restons avec Charlotte, la première Charlotte. Elle est belle, avec de longs cheveux noirs, comme des promesses. Voilà, alors là, il y a des gros indices dans cet incipit,
puisque le livre porte le prénom qui est cité à plusieurs reprises, Charlotte de David Fuenquinos, qui est là aussi un immense coup de cœur. Il s'agit d'un roman écrit en vers sur une artiste juive pendant la Seconde Guerre mondiale. Voilà. Voilà, en gros ce que je peux vous en dire. Et là aussi, vraiment, il est à lire. Oupsie, j'ai renversé mon verre d'eau, c'est pas grave. Autre livre. Vas-y. Patience, mes filles. Mounial. Je ne sais pas comment ça se dit, c'est M-U-N-Y-A-L. Telle est la seule valeur du mariage et de la vie. Telle est la vraie valeur de notre religion, de nos coutumes, du pull à cou. Intégrez-la dans votre vie future, inscrivez-la dans votre cœur, répétez-la dans votre esprit. Mounial, vous ne devrez jamais l'oublier, fait mon père d'une voix grave. La tête baissée, l'émotion me submerge. Mes tantes nous ont amenés, Hindou et moi, dans l'appartement de notre père. À l'extérieur, l'effervescence de ce double mariage bat son plein. Les voitures sont déjà garées, les belles familles attendent, impatientes. Les enfants, excités par cet air de fête, crient et dansent autour des véhicules. Nos amies et nos sœurs cadettes, inconscientes de l'angoisse dans laquelle nous sommes, se tiennent à nos côtés. Elles nous envient, rêvant du jour où elles seront aussi les reines de la fête. Les griots, accompagnés de joueurs de luth et de tambourins, sont là. Ils chantent à tue-tête des louanges en l'honneur de la famille et des nouveaux gendres. Là aussi, pas mal d'indices, je trouve. Il s'agissait du livre Les Impatientes de Jaili Amadou Amal, qui est un livre qui a reçu le prix Goncourt des lycéens, me semble-t-il, en 2020. Voilà, c'est ça. Évidemment, un excellent livre aussi que j'ai adoré, qui raconte en fait dans un pays qui n'est pas précisé, me semble-t-il. On sait que c'est au Sahel. Voilà, où ça parle en fait en gros de mariage forcé, de ce qu'il se passe après. Ça suit le destin de 2 ou 3 femmes, voilà. Donc pareil, immense coup de cœur, je vous invite très fortement à le lire. Hop. Nouveau livre. Alors là, avec un incipit qui je le trouve est assez reconnaissable, donc je pense que c'est peut-être l'un des plus simples si vous l'avez lu. Centrale de la police, quelle est votre urgence? Allô, mon nom est Deborah Cooper. J'habite à Seed Creek Lane. Je crois que je viens de voir une jeune femme poursuivie par un homme dans la forêt. Que s'est-il passé exactement? Je ne sais pas. J'étais à la fenêtre, je regardais en direction des bois, et là j'ai vu cette jeune fille qui courait entre les arbres. Il y avait un homme derrière elle. Je crois qu'elle essayait de lui échapper. Où sont-ils à présent? Je ne les vois plus. Ils sont dans la forêt. Je vous envoie immédiatement une patrouille, madame. C'est par cet appel que débuta le fait divers qui secoua la ville d'Aurora dans le New Hampshire. Ce jour-là, Nola Kellergan, 15 ans, une jeune fille de la région, disparut. On ne retrouva plus jamais sa trace. Là, si vous l'avez lu, je pense que vous avez reconnu du coup au nom évoqué, puisque c'est le nom du second personnage principal, on va dire. Il s'agissait de La vérité sur l'affaire Harry Kéber de Joël Dicker, qui est un livre assez connu, je pense. Joël Dicker, c'est un peu cet écrivain qui fait beaucoup de page turner, c'est-à-dire des livres où on est à fond, on a envie de savoir ce qui se passe tout le temps, on est incapable de reposer son livre. Et c'est l'un des plus connus, si ce n'est le plus connu. Alors, dans ce livre-là, il y a une disparition qui s'est passée il y a plusieurs années. Et il y a un écrivain qui revient aider son ami d'enfance qui est plus ou moins soupçonné des faits. Il se retrouve accusé d'avoir assassiné la jeune fille, donc Nola Kellergan, une jeune fille de 15 ans. Voilà, donc l'écrivain essaie de comprendre ce qui s'est passé, de remonter la trace dans cette petite ville américaine. Hop, on arrive à la moitié, au 5e livre. Hop, on y va. On se ment toujours. Je sais bien, par exemple, que je ne suis pas jolie. Je n'ai pas des yeux bleus dans lesquels les hommes se contemplent, dans lesquels ils ont envie de se noyer pour qu'on plonge les sauver. Je n'ai pas la taille mannequin, je suis du genre pulpeuse, enrobée même. Du genre qui occupe une place et demie.
J'ai un corps dont les bras d'un homme de taille moyenne ne peuvent pas tout à fait faire le tour. Je n'ai pas la grâce de celle à qui l'on murmure de longues phrases, avec des soupirs en guise de ponctuation. Non. J'appelle plutôt la phrase courte, la formule brutale, l'os du désir sans la couenne, sans le gras confortable. Je sais tout ça. Et pourtant, lorsque Joe n'est pas encore rentré, il m'arrive de monter dans notre chambre et de me planter devant le miroir de notre armoire penderie. Il faut que je lui rappelle de la fixer au mur avant qu'un de ces jours elle ne m'écrabouille pendant ma contemplation. Je ferme alors les yeux, je me déshabille doucement, comme personne ne m'a jamais déshabillée. J'ai chaque fois un peu froid, je frissonne. Quand je suis tout à fait nue, j'attends un peu avant d'ouvrir les yeux. Je savoure, je vagabonde, je rêve. Je revois les corps émouvants alongis dans les livres de peinture qui traînaient chez nous. Plus tard, les corps les plus crus des magazines. Puis je relève doucement mes paupières, comme au ralenti. Franchement, celui-là, il est ultra dur, je trouve, à deviner, puisque même moi, en l'ayant lu, j'ai du mal à associer cette incipit avec ce livre. Il s'agissait de la liste de mes envies de Grégoire Delacour, qui raconte en fait l'histoire d'une vendeuse, j'ai oublié le terme, de tout ce qui est aiguille, tricot, etc. Voilà, d'une mercière qui gagne subitement à l'euro-million, ou un jeu en tout cas de ce style, et qui se retrouve avec cette somme d'argent et qui ne sait pas forcément quoi en faire. Donc voilà, là aussi un excellent livre. De toute façon, tous les livres que je vous présente, c'est des livres que j'ai beaucoup aimés, tout simplement, puisque quitte à vous en faire découvrir certains, autant que ce soit des livres que j'ai adorés. Et pourquoi pas faire un blind test un jour des livres que j'ai détestés. Alors, 6e livre. Je suis tombée par hasard sur un nid d'aigle quand j'étais enceinte de toi, à 5 mois de grossesse, au creux de 2 mètres, tapissé de roseaux des sables au bord de la falaise, près de la rivière. 2 aiglons dodus s'y blottissaient. J'étais seule, l'aigle tournoyait au-dessus de moi et de son nid. Il battait violemment des ailes, dont l'une était déplumée mais ne m'attaqua pas. Je supposai que c'était la femelle. Elle me suivit tout du long jusqu'à la porte de la maison. Une ombre noire au-dessus de ma tête, comme un nuage qui passe devant le soleil. J'avais le sentiment que j'attendais un garçon. Je décidai de le baptiser Orne, aigle. Le jour de ta naissance, 3 semaines avant terme, l'aigle revint voler au-dessus de la ferme. Ce fut le vieux vétérinaire venu inséminer une vache qui t'accueillit. Avant de prendre sa retraite, sa dernière mission fut de mettre au monde un enfant. En sortant de l'étable, il retira ses cuissardes et se lava les mains avec un morceau neuf de savon luxe. Puis il te souleva bien haut et annonça « Lux Mundi », lumière du monde. Le vétérinaire, qui d'habitude laissait les femelles nettoyer elles-mêmes leur progéniture, remplit la bassine à tripes pour te donner un bain. Il remonta les manches de sa chemise en flanelle et plongea les bras dans l'eau jusqu'au coude. Je les observai, lui et ton père, penchés sur toi et me tournant le dos. « C'est bien ma fille, déclara ton père avant d'ajouter d'une voix suffisamment distincte pour que je l'entende. Bienvenue, ma petite Éclat. Il avait choisi ton nom, sans me consulter. Pas un nom de volcan et encore moins de la bouche de l'enfer, protestai-je depuis mon lit. Il faut bien qu'on y entre par quelque part, rétorqua le vétérinaire. Voilà. Alors là, je pense qu'il y a un indice avec le père qui est fan de volcans, si vous vous souvenez bien. Est-ce que c'est le cas? Il s'agit de Miss Ísland d'Auður Ava Ólafsdóttir. Je suis désolée pour tous les mots que je prononce mal. Voilà, sorry. Si vous savez comment les prononcer, n'hésitez pas à me l'indiquer parce que je pense que j'en écorche quelques-uns là depuis le début de cette vidéo. Donc Miss Ísland, qui est même chose, un coup de cœur et qui est un livre phare de la littérature islandaise. Ça raconte l'histoire d'une jeune femme qui quitte sa campagne pour aller dans une ville plus grande et qui rêve d'écrire en fait, qui fait de la poésie toute douce, toute simple, voilà, et qui est extrêmement belle et qu'on renvoie sans arrêt à sa beauté puisque on lui donne l'impression que pour réussir, il faudrait qu'elle se présente à Miss Ísland plutôt que poursuivre son rêve qui est de devenir écrivaine. Voilà pour ce chef-d'œuvre de la littérature contemporaine islandaise. Autre livre. Là, je pense que ça va être facile à reconnaître aussi.
Mon père m'avait dit qu'avant ma naissance, son métier c'était de chasser les mouches avec un harpon. Il m'avait montré le harpon et une mouche écrasée. J'ai arrêté car c'était très difficile et très mal payé, m'avait-il affirmé, en rangeant son ancien matériel de travail dans un coffret laqué. Maintenant j'ouvre des garages. Il faut beaucoup travailler, mais c'est très bien payé. À la rentrée des classes, lorsqu'aux premières heures on fait les présentations, j'avais parlé, non sans fierté, de ces métiers, mais je m'étais fait gentiment gourmander et copieusement moquer. La vérité est mal payée pour une fois, qu'elle était drôle comme un mensonge, avais-je déploré. En réalité, mon père était un homme de loi. C'est la loi qui nous fait manger, s'exclafait-il en bourrant sa pipe. Il n'était ni juge, ni député, ni notaire, ni avocat. Il n'était rien du tout de tout ça. Son activité, c'était grâce à son ami sénateur qu'il pouvait l'exercer. Tenu informé à la source des nouvelles dispositions législatives, il s'était engouffré dans une nouvelle profession créée de toutes pièces par le sénateur. Nouvelles normes, nouveau métier. C'est ainsi qu'il devint ouvreur de garage. Alors voilà, une petite introduction un poil fantasque dans un livre qui, pour le coup, l'est définitivement. Il s'agit d'Anatodon Bojangles de Olivier Bourdeau. Là aussi, un immense coup de cœur. Vraiment, si vous ne deviez lire qu'un livre, je pense, de cette pile, ce serait sans doute celui-là. Il est vraiment génial. Enfin, jamais rien lu de tel. Il est ultra court, donc aucune excuse, foncez le lire. C'est l'histoire d'un garçon qui raconte entre guillemets son enfance au milieu de ses deux parents qui s'aiment follement. Et follement, c'est le mot. Je vous en dis pas plus parce que tout est là en fait. C'est vraiment l'écriture qui est juste incroyable dans ce livre, enfin qui est bouleversant. Donc vraiment, je vous le conseille, lisez-le. On arrive aux 3 derniers livres. Hop. Louise, il est l'heure. D'une main, Geneviève retire la couverture qui cache le corps endormi de l'adolescente recroquevillée sur le matelas étroit. Ses cheveux sombres et épais couvrent la surface de l'oreiller et une partie de son visage. La bouche entr'ouverte, Louise ronfle doucement. Elle n'entend pas autour d'elle, dans le dortoir, les autres femmes déjà debout. Entre les rangées de lits en fer, les silhouettes féminines s'étirent, remontent leurs cheveux en chignon, boutonnent leurs robes ébènes par-dessus leurs chemises de nuit transparentes, puis marchent d'un pas monotone vers le réfectoire, sous l'œil attentif des infirmières. De timides rayons de soleil pénètrent par les fenêtres embuées. Louise est la dernière levée. Chaque matin, une interne ou une aliénée vient la tirer de son sommeil. Vous avez peut-être reconnu Le Bal des Folles, le premier roman de Victoria Mass, qui est évidemment aussi un livre que j'ai adoré, dont j'ai adoré surtout l'écriture, qui est ultra claire, ultra simple à suivre, ultra précise, enfin vraiment un gros coup de cœur également pour ce style. Ça raconte l'histoire, je ne sais plus à quelle période, sans doute le siècle début du 19... Enfin, milieu du 19e, je ne sais plus. Bon, en tout cas, voilà, il y a quand même quelques années. Alors, attendez, je crois avoir dû passer une date. 1885, donc fin du 19e. Ça raconte l'histoire de la Salpêtrière, qui était à l'époque un hôpital, si on peut dire ça, psychiatrique, où il y avait des femmes qui étaient considérées comme aliénées, parce qu'elles avaient une maladie ou parce qu'en vrai, elles dérangeaient. Voilà. Donc, immense coup de cœur aussi pour ce livre. N'hésitez pas à le lire. Il est sorti récemment, je dirais il y a peut-être 2-3 ans. Imprimé en 2019. Ouais, c'est ça. Donc, on va dire il y a 3 ans. Hop. Alors, 2 derniers livres. Et là, pareil, je pense que l'incipit est assez reconnaissable. On y va. Tuer quelqu'un, ça compte pour rien. Faut observer, surveiller, réfléchir beaucoup. Et au moment où, creuser le vide. Voilà, creuser le vide. Se débrouiller pour que l'univers rétrécisse jusqu'à se condenser dans le canon du fusil ou la pointe du couteau. C'est tout. Ne pas se poser de questions. Ne pas se laisser guider par la colère. Choisir le protocole. Agir avec méthode. Blake sait faire ça. Et depuis tellement longtemps qu'il ne sait plus quand il a commencé à savoir. Après, le reste vient tout seul. Blake fait sa vie de la mort des autres. S'il vous plaît, pas de leçon de morale. Si on veut discuter éthique, il est prêt à répondre statistique.
Parce que, et Blake s'excuse, lorsqu'un ministre de la Santé coupe dans le budget, qu'il supprime ici un scanner, là un médecin, là encore un service de réanimation, il se doute bien qu'il raccourcit de pas mal l'existence de milliers d'inconnus. Responsable, pas coupable, est reconnu. Blake, c'est le contraire. Et de toute façon, il n'a pas à se justifier, il s'en fout. En fait, non, c'est pas si simple que ça. Je pense que je m'attendais à autre chose. Dans mes souvenirs, c'était un autre Incipit. C'est pas grave. Il s'agissait de l'Anomalie qui a eu le prix Goncourt en 2020-2021, écrit par Hervé Letellier. Alors, attendez, je regarde. Ouais, si je vais vous spoiler en disant un peu ce qui se passe dans ce livre. Alors oui, je vais vous spoiler. Donc en gros, je vais rester très vague. C'est l'histoire de passagers d'un avion à qui il arrive quelque chose. Voilà. Pour le coup, c'est hyper vague. Et du coup, on suit différents personnages et la manière dont ils vont réagir face à ce qui leur arrive. On termine avec le 10e et dernier livre. Alors, hop, allons-y. Je ne suis encore qu'une enfant, pas plus haute que le fusil de mon père. Papa me demande de le lui apporter, à l'instant où je sors pour le rejoindre, tandis qu'il souffle un peu, assis sur le capot de la voiture. Il me prend le fusil des mains et le pose sur ses genoux. Quand je m'assieds près de lui, je sens la chaleur de l'été qui irradie de son corps comme de la tôle d'un toit brûlant par une journée torride. Cela ne me gêne pas que les pépins de tomates provenant du déjeuner qu'il a pris dans le jardin tombent de son menton pour atterrir sur mon bras. Les graines minuscules restent collées sur ma peau et y forment un relief, comme du braille sur une feuille. Mon cœur est en verre, dit-il en roulant une cigarette. Mon cœur est en verre et tu vois, Betty, si jamais je devais te perdre, il se briserait et la douleur serait si forte que l'éternité ne suffirait pas pour l'apaiser. Voilà. Donc là, il y a le prénom éponyme du roman qui est cité. Il s'agit de Betty de Tiffany McDaniel, qui est l'histoire d'une petite fille indienne mono-cherokee qui vit aux États-Unis. Voilà, donc elle vit dans une famille un peu particulière. On va suivre l'histoire de sa famille. Et on va aussi suivre la famille qui grandit en ayant, entre guillemets, pas la bonne couleur de peau pour les habitants de l'Ohio. Donc il est question de secret de famille et de racisme dans ce livre, qui est ultra touchant, qui est vraiment un livre ultra émouvant. Voilà, Betty. Difficile de vous en dire plus sans spoiler là aussi, mais c'est un petit pavé, hein, on est sur... Ouais, on est sur 700 pages qui prend vraiment le temps de nous installer dans le quotidien de cette famille et dans leur vie de tous les jours. Voilà, j'espère que vous avez bien aimé cette petite vidéo blind test. Alors je sais que ça peut être un peu décourageant de voir son score, mais bon, déjà dites-vous que vous avez peut-être pas lu les 10 livres. De toute façon, le but c'est pas d'obtenir un quelconque score, on n'est pas à l'école. C'est juste de profiter des textes, de voir un peu... si on a lu les livres, si l'Incipit correspond aux souvenirs qu'on en avait gardés, aux souvenirs qu'on a gardés de cette Incipit, mais aussi du livre, et de voir si on arrive à associer le texte et le livre. Et puis peut-être qu'il y a certaines premières pages qui vous auront marqué et qui vous donneront envie de découvrir les livres. Je vous dis à bientôt et n'hésitez pas à me dire si jamais vous avez aimé ce style de vidéo et si jamais vous aimeriez que je fasse des blind tests sur certaines thématiques. Je pensais par exemple à Harry Potter ou à des classiques. Voilà. Dites-moi et en attendant, moi je vous dis à bientôt.